ça va? Est-ce que c'est en tant que femme ou est-ce que c'est en tant que moi? Qu'est-ce que c'est qu'être un homme? La relation homme-femme, avec mon mari. Est-ce qu'il y a un truc encore aujourd'hui en tant qu'homme dont tu te sens empêché? De ce congé paternité dépend tellement de choses. C'est marrant comment vous enlevez votre pull, vous les hommes. Sur l'oreiller, c'est un podcast pour parler des relations hommes-femmes, des questions d'identité, de genre, de polarité masculine et féminine. Parler des idées reçues pour sortir des schémas binaires. Tendre vers des relations plus douces, plus justes et surtout plus vraies. Derrière mon micro, vous écouterez des anonymes, des personnalités et des experts. Nous allons démêler toutes les pelotes de laine du féminin masculin. Je suis Caroline Loisel. Soyez les bienvenus sur mon podcast, Sur l'oreiller. Merci Fabrice de me recevoir chez toi. Avec grand plaisir. Je sais pas trop ce que ça donne en termes de voix, mais j'ai la voix un peu pétée, mais c'est pas grave, c'est mon instrument de travail. Oui, c'est vrai, parce que toi aussi tu fais des podcasts d'ailleurs. C'est vrai, je fais des podcasts. Mais attends, avant de faire des podcasts, je voudrais savoir ce que tu retires de toute ton expérience sur Mademoiselle, que tu nous en rappelles un peu, peut-être un tout petit peu l'origine, et qu'est-ce qui t'a marqué au fond dans tous les ressentis que t'as compris? Tu commences direct dans le vif du sujet, quoi. Bah ouais, parce que quand même c'est une expérience pour moi précieuse. Donc ouais, j'ai monté ce média féminin qui s'appelle Mademoiselle en 2005, avec l'idée de faire un média, on va dire, progressiste à l'époque. Je crois que je n'osais pas encore le terme féministe, voire même le terme féministe n'était pas du tout à la mode. Avec les années, le féminisme s'est imposé à moi, notamment à travers mes filles, et de voir la différence d'éducation qu'elles pouvaient avoir avec leurs petits cousins qui avaient genre quelques mois de plus qu'elles. Ça m'a vraiment énervé. Je me suis dit, ok, en fait, on leur colle des conneries dans la tête dès qu'elles sont toutes bébés. Et avec le temps, j'ai aussi compris à quel point, globalement, la vie des meufs était vachement plus compliquée que la vie des mecs. En tout cas, de l'extérieur, parce qu'en fait, la vie des mecs, ça, c'est un autre truc que j'ai décrypté par la suite. Ce qu'on appelle le patriarcat, qui régit notre société d'une manière ou d'une autre, a tendance aussi à plomber les mecs par plein d'autres aspects qui sont moins visibles, mais surtout qui empêchent les mecs en fait de montrer des émotions et au final d'être eux-mêmes aussi, quoi. Donc du côté des filles, on va dire que le patriarcat leur met un peu la tête sous l'eau, et du côté des mecs, ça leur fait vivre dans une illusion qu'ils sont tout puissants, alors que pas tant. Alors justement, je sais pas si ça répond à ta question, mais... Si, ça répond à ma question. Peut-être que pour le public, on peut quand même préciser à qui ça s'adressait, finalement, Mademoiselle. Ça s'adressait aux jeunes femmes, on va dire, vraiment cette jeune femme, dans ma tête en tout cas, il y avait vraiment ce truc de t'es plus ado et t'es pas encore adulte, et il se passe toute une période de vie, on va dire entre 18 et 25-30 ans, où tu fais plein de premières fois dans ta vie et personne n'en parle. Alors qu'en fait, il se passe vraiment plein de trucs. Et c'était vraiment, je crois, un public totalement délaissé à l'époque des magazines féminins classiques, traditionnels. On parlait très très peu, je sais pas, de la vie étudiante, en tout cas de ce qui pouvait se passer dans ta vie étudiante. Il y avait des magazines comme Phosphore, etc., mais où on parlait très peu aussi de l'entrée dans la vie adulte. On parlait aussi très très peu de comment ça se passe, la vie en tant que célibataire, les premières fois aussi dans ta vie sexuelle, etc. Donc c'était vraiment l'objectif, c'était d'aller m'adresser à ces personnes-là qui sont vraiment entre deux âges en fait. Voilà, ça a été vraiment l'objectif pendant tout un temps. Alors pour continuer un peu, pour toi, qu'est-ce que c'est qu'être un homme au fond ? Qu'est-ce que c'est qu'être un homme ? Tu sais que c'est la question que je pose dans Histoire de mec à tous mes invités. Hein. Je t'avoue que... On te l'a jamais posé du coup ? Bon, si, j'ai fait une fois l'épisode en fait, mais je crois, en plus c'était il y a 4-5 ans, donc je crois vraiment que ma définition elle a pas mal évolué, en tout cas ma réponse à la question. Je crois qu'en fait,
qu'est-ce que c'est qu'être un homme? Déjà, c'est très compliqué pour un homme et c'est très compliqué pour moi, tu vois, de te répondre. Je vais pas parler pour les hommes d'une manière générale, mais l'un des trucs que j'ai remarqué, c'est que les mecs ont beaucoup de mal à répondre à cette question. Déjà, parce qu'elle est touchy sociétalement. Post-MeToo et tout, c'est quand même compliqué de réussir à se définir en tant que mec, et je dis pas ça pour faire ouin c'est compliqué, les femmes nous émasculent, etc. C'est pas ça, c'est vraiment que objectivement il y a un truc un peu compliqué entre la génération de mon père, moi j'ai 44 ans, la génération de mon père qui a lui été élevé à l'ancienne et qui m'a un peu élevé aussi à l'ancienne, parce que moi j'ai vraiment été élevé comme un couillon de mec hétéro, j'ai envie de te dire, je dis couillon avec plein de sympathie, quoi. Et puis aujourd'hui, on va dire les ados de 15 ans, en fait il y a un monde complètement dingue. Quand je vois les copains de ma fille aînée qui a 15-16 ans, les mecs ils sont bien plus conscients que je pouvais. Alors ça les empêche pas d'être des ados de 15 ans, quoi, tu vois, mais à côté de ça, quand tu discutes un peu avec eux, ils sont tellement 1000 fois plus conscients que ce que je pouvais être au même âge. C'est assez bluffant. Et donc voilà, dans notre génération, on va dire entre 30 et 40 ans, je crois qu'on est un peu pris entre deux feux, là, faut un peu réinventer le truc. Et moi, en tout cas, donc pour répondre de mon côté, moi, j'essaie vraiment de réinventer ce que c'est que d'être un homme, je crois vraiment au quotidien. C'est-à-dire, je suis d'ailleurs sur un vrai sujet en ce moment de comment faire pour, tu vois, remobiliser mon énergie masculine dans ma vie. Parce que je crois que j'ai beaucoup mobilisé mon énergie féminine d'une manière générale, et notamment en faisant Mademoiselle, tu vois. Qu'aujourd'hui, je crois que c'est important d'aller chercher ce truc-là, mais bon, j'ai 45 ans. C'est un vrai chemin qui est extrêmement compliqué à arpenter, on va dire. Du coup, ça m'amène à la question. T'es à la conquête de quoi en ce moment? Waouh! En fait, tu m'attrapes dans une période un peu particulière parce que j'ai eu entre mes 25 on va dire entre mes 20 et mes 40 ans, je me suis foutu sur des rails toutes tracées, et j'ai un peu envoyé, pas tout valdinguer, mais je me suis dit ok, il est vraiment temps de changer un truc pour la deuxième moitié de ma vie. Il y a 2 ans, et en fait à la fois côté professionnel parce que j'ai vendu ce média que j'ai fondé en 2005 et que j'ai géré pendant 15 ans, et aussi côté perso puisque avec mon ex on a décidé de se séparer d'un commun accord. Je crois que vraiment on s'est rendu compte qu'on était arrivé un peu au bout de notre chemin. Ça faisait, tiens-toi bien, 25 ans qu'on était en couple. On s'est rencontrés au lycée, quoi. Waouh, comme tu dis. Même moi, quand je le dis, je me rends pas compte. Et donc là, ça fait 2 ans que, tu vois, en gros, en plus, la vente a eu lieu à peu près en même temps que le divorce. Donc il y a vraiment une sorte de grosse remise à plat dans mon existence. Et en fait, c'est compliqué de répondre vers qu'est-ce que je cherche en ce moment, en tout cas vers c'est quoi ma conquête, parce que j'ai tout en fait, tu vois, c'est-à-dire à la fois ma place professionnelle. Alors certes, tu vois, je fais maintenant des podcasts et je sais que c'est c'est un bis qui marche plutôt pas trop mal, tu vois. Je suis trop heureux parce que habituellement je suis à ta place et en fait je fais parler les gens et c'est vraiment ce qui m'anime et ce qui me fait kiffer. En plus, j'arrive à gagner ma vie avec, donc what else? Mais d'un autre côté, j'ai aussi ce truc de ok, mais c'est quoi le truc d'après, quoi? Parce que en fait, j'ai toujours pensé à ça quand j'étais chez Mademoiselle. J'ai toujours un peu ce truc, c'est quoi le truc d'après? Et personnellement, je suis un peu dans ce truc aussi où, en tant que père, mes filles ont 15 et 13, tu vois, 16 et 14 cet été. En vrai, elles ont plus trop envie de me voir, et elles ont plus trop envie d'être avec moi et de traîner avec moi et tout. Donc, tu sens déjà qu'elles sont en train de se distancier, et c'est tant mieux. Alors qu'en fait, paradoxalement un peu, c'est que je me sens plus que jamais présent pour elles, là où je crois que je l'étais beaucoup moins pendant les dernières années de Mademoiselle. Enfin, en tout cas, on va dire pendant la deuxième partie, donc entre 2013 et 2020, où je vivais entre Lille et Paris, en fait, là où elle vivait à Lille.
Donc j'étais pas là la plupart du temps. Mais bon, d'un autre côté, je suis là. Moi, je suis présent. Et puis, tu vois aussi ce truc de coparent avec mon ex, de réussir à trouver ma place de père, alors que je les vois très peu. Je les vois un week-end sur deux. Certes, on s'écrit, tu vois, on s'envoie des messages vocaux et tout. Mais c'est pas forcément très très évident. Donc, et puis, personnellement, en termes de couple, en fait, c'est vraiment un truc vers lequel j'ai envie d'aller. Je crois que je suis à peu près prêt à... J'ai compris pas mal de trucs sur moi ces 2 dernières années. Et je crois que je suis à peu près prêt, mais en fait, faut trouver quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde, quoi. Et ça, c'est pas franchement le truc le plus simple, quoi. Alors, tu parlais du fait que tu avais certainement développé beaucoup ton énergie féminine pendant mademoiselle.com et que peut-être qu'aujourd'hui, tu étais dans une forme, alors tu n'as pas prononcé le mot conquête, mais de retrouver ou de reconquérir, je ne sais pas, réinventer ton énergie masculine. Si tu devais mettre des éléments plus précis derrière énergie féminine que toi tu as eu et comment tu l'as ressenti, et énergie masculine, qu'est-ce que tu mettrais comme mot ? Alors c'est très perso, hein, et je sais bien que c'est très caricatural, et en fait à chaque fois que j'en parle à mes amis IES, ça les saoule un peu que j'utilise ce truc, parce que c'est vrai que ça renvoie à des clichés. Ce que je voudrais dire, c'est que je suis aujourd'hui convaincu qu'on est toutes et tous composés de féminin et de masculin. En fait, alors j'utilise plein de guillemets parce qu'en fait pour moi, effectivement, c'est hyper cliché, c'est hyper caricatural, mais je trouve que ça aide un peu à conceptualiser le truc. Mais globalement, je crois que là où j'ai beaucoup utilisé mon énergie féminine chez Mademoiselle, c'est que j'ai été énormément dans la curiosité de l'autre, dans une forme de gentillesse et de rondeur, tu vois, d'aller créer du lien, parce que c'était hyper important en tant que manager aussi, et aussi avec notre lectorat, tu vois, d'une manière générale. Beaucoup dans le compromis, tu vois, et en même temps dans une capacité aussi à laisser les énergies autres que moi se développer et monter et grimper en compétences, etc. Je crois que c'est un truc que j'ai beaucoup fait, transmettre aussi. Et là où, tu vois, je crois que je l'ai mobilisé aussi, mon énergie masculine, parce que l'air de rien, pour moi, l'énergie masculine, il y a un côté, c'est la force en action, quoi, tu vois. Là où, pour moi, c'est une amie qui m'a parlé de ça, qui m'a dit qu'en fait, elle opposait la puissance féminine, qui est un truc un peu inexorable, un peu. En fait, elle utilisait cette métaphore du jardin, tu vois. C'est-à-dire que si tu as un jardin et que tu laisses la nature se développer, ça va devenir une immense friche, tu vois, avec des mauvaises herbes, etc., etc. Et ça, tu vois, ça, c'est... Pour elle, elle disait, moi, c'est la puissance féminine, tu vois, c'est le truc qui va, quoi qu'il arrive, pousser, en fait, inexorablement. Et tu peux rien faire, parce qu'en fait, c'est la nature. Et en fait, elle disait, la force masculine, c'est, par exemple, le jardinier, ou la jardinière, en fait, ça peut marcher, qui va venir contrôler le truc, et qui va venir couper, et qui va venir agir, et qui va venir faire en sorte de rendre tout ça praticable, quoi, tu vois, et de le décorer, enfin, tu vois, plein de choses. Et je trouvais que c'était hyper cool comme comparaison, comme exemple, comme métaphore. Donc voilà, ouais, tu vois, pour revenir à Mademoiselle, je crois que j'ai beaucoup utilisé mon énergie masculine pour faire en sorte que les choses avancent, parce qu'en fait le magazine je l'ai monté tout seul avec mon associé. On a autofinancé le truc, et en fait la marque, je l'ai lancée from scratch, quoi, tu vois, donc elle n'existait pas avant. Il a fallu vraiment mettre en place développer énormément justement, tu vois, de force de jardinier pour faire en sorte de cultiver le truc le mieux possible pendant toutes ces années. Donc ouais, j'ai énormément mobilisé mon énergie masculine là-dessus, et je crois que surtout sur la fin, j'avais un truc où je crois que j'avais besoin que mon énergie masculine sorte beaucoup plus, et qu'en fait, dans la culture de la boîte, c'était beaucoup plus compliqué, parce qu'en fait, j'avais instauré une énergie plutôt féminine dans cette boîte, tu vois, d'écoute et machin, et je crois qu'à un moment donné, j'avais aussi envie de faire avancer les choses,
et que je crois que c'était bien de passer le relais, quoi. Ça a eu une influence, le projet Mademoiselle, sur la façon que vous avez eue, ou pas, peut-être, dans quelle intensité, avec ton ex-compagne, de déconstruire ou pas la relation homme-femme ? Ah oui. Et en fait, je crois que j'ai vraiment été très moteur parce que je baignais là-dedans. C'est-à-dire que vraiment, j'apprenais tous les jours des nouveaux trucs. Et comme je suis curieux, je trouvais ça hyper intéressant de me dire, ok, donc en fait, en gros, comment ça marche les femmes, j'exagère, mais et où il y avait au sein de cette rédaction, tu vois, une sorte de libre parole qui était que j'encourageais, moi, tu vois, et qui était encouragée. En plus, il y avait vraiment cette culture de raconter les choses et de dire les choses, parce qu'en fait, quand on se disait les choses entre nous, généralement, ça finissait par d'éteindre sur le magazine d'une manière ou d'une autre, et ça finissait par créer des articles, par exemple, tu vois, des témoignages, etc. Et je crois que j'ai plutôt été très très moteur dans cette, on va dire, déconstruction, en tout cas ce chemin en déconstruction des relations homme-femme, de ma place d'homme au sein de notre couple. Et d'un autre côté, quand je regarde ce que je sais aujourd'hui par rapport à, enfin maintenant que je suis célibataire, est-ce que j'ai pu explorer, tu vois, comme relations différentes, je me dis que en fait je savais rien, quoi, tu vois, et j'ai l'impression que plus j'en sais sur moi, moins j'en sais sur moi. C'est terrible, mais en même temps c'est cool. Et qu'est-ce que vous avez, est-ce que tu peux répondre à cette question, hein, dis-moi, qu'est-ce que vous avez, d'après toi, qu'est-ce que vous avez le plus déconstruit? Les rôles genrés déjà, pour commencer, parce que mon ex-femme était pour le coup vraiment une femme qui mobilisait énormément d'énergie masculine, quoi. Elle en avait elle-même. Ah oui, plein. Et d'ailleurs, je crois fondamentalement, elle manquait beaucoup d'énergie féminine. Aujourd'hui, je regarde notre relation avec le recul, là où je crois que moi, je compensais aussi beaucoup par l'énergie féminine, son manque d'énergie féminine. Bref. En revanche, ouais, tu vois, nos filles ont toujours vu une mère entrepreneuse, parce que mon ex a monté sa boîte 1 an avant que je monte Mademoiselle, donc on était déjà tous les deux entrepreneurs. Et d'aller créer son propre argent. Pendant des années, en fait, elle a subvenu aux besoins du foyer, là où moi, je ne gagnais pas d'argent. Et en fait, à un moment donné, même quand je pouvais en gagner, je finissais par le réinvestir plutôt que de le prendre pour nous. C'était ok entre nous, hein, tu vois, c'était vraiment un deal. Avec le recul, je me rends compte aussi que je crois que ça lui donnait, elle aussi, beaucoup de pouvoir. Moi, ça permettait de pouvoir me mettre aussi dans une position de pouvoir un peu facile, de confortable dans mon rapport à l'argent, que j'ai pas mal déconstruit ces 2 dernières années. Mais en tout cas, ça fait partie des choses, tu vois, sur lesquelles on a énormément travaillé. Alors après, tu vois, à l'opposé, c'est vrai que c'est moi qui suis parti de la maison entre 2013 et 2019-2020, où j'étais absent pendant toute la semaine et qu'elle restait à Lille. Et d'un autre côté, tu vois, je sais pertinemment que si on avait dû le faire dans l'autre sens, en fait, j'aurais vraiment adoré le truc et je l'aurais embrassé, parce que vraiment, c'était... Je sais qu'elle l'a fait aussi parce qu'elle se rendait bien compte que c'était important pour moi, tu vois, de m'épanouir dans ce projet professionnel. Et ouais, voilà. Je crois vraiment que c'est un peu ça qu'on a déconstruit, tu vois, tout au long de nos vies, notre vie ensemble en tout cas, d'essayer de... Je sais pas si ça répond à ta question. Si, ça okay, répond. D'accord. Si, ça répond bien. Okay. C'est intéressant, du coup, le duo que vous avez constitué et que tu nous partages. Il y a pas mal de chiffres qui traînent sur les hommes, les femmes, qui font ci, qui font ça. Je vais t'en donner 4, je vais pas les citer, c'est juste s'il y en avait un que tu voudrais plus changer qu'un autre, ce serait lequel? Est-ce que ce serait le temps de congé paternité versus maternité? Est-ce que ce serait la part des femmes et des hommes qui simulent sur l'oreiller? Okay. Est-ce que ce serait le temps des tâches ménagères entre les hommes et les femmes? Ou est-ce que ce serait ton nombre d'amis femmes? Ou est-ce que ce serait autre chose? Le truc que tu aurais envie le plus de changer?
on a pas mal bossé avec un groupe de pères sur le congé paternité. On s'est même mobilisé en juin 2020 pour faire en sorte que le congé paternité soit allongé. On avait fait une tribune, etc. Et en fait, alors certes, c'est passé à 1 mois, enfin 28 jours par rapport à 11 jours, etc. Mais c'est pas obligatoire. En sachant qu'en même temps, c'est pas obligatoire. Et en fait, en creusant un peu le sujet, et surtout en interviewant un des mecs, donc j'ai un podcast qui s'appelle Histoire de Daron, où j'ai interviewé un des mecs qui, lui, a fait un congé paternité en France et un congé paternité en Norvège. Et en fait, tu te rends compte que c'est essentiel, le congé paternité, parce que, comme il raconte qu'en fait, en France, il était vraiment à côté, tu vois, en mode passager, tu vois. Et qu'en Norvège, il a été obligé, parce qu'en fait, à un moment donné, il a se retrouvé, je crois que c'était 3 mois, oui. T'as entre 3 et 6 mois où t'es obligé, en tant que père, de passer du temps avec ton enfant tout seul. Tout seul. Et il dit, en fait, si tu te retrouves pendant 3 mois avec ta môme toute seule, t'as pas d'autre choix que de t'intéresser vraiment au sujet et de te dire, ok, il va falloir que je fasse en sorte qu'elle survive, que je la fasse survivre pendant 3 mois, c'est quand même coton. Et donc il dit, la grossesse s'est pas du tout passée de la même façon, parce que d'un coup d'un seul, je me suis retrouvé à m'intéresser au sujet, alors que jusque-là, j'étais plutôt spectateur, quoi. Passager, j'aime bien le terme que tu as employé. Lui, il copilote, tu vois. Il est vraiment dans ce truc de... Pour moi, c'est vraiment copilote. Et en fait, tu te rends compte que de ce congé paternité dépend tellement de choses, parce qu'en fait, ça incite les mecs à s'intéresser un peu plus au sujet. Ça incite les femmes à lâcher du lest aussi par rapport au sujet. Donc, de faire rentrer leur mec aussi dans le truc. Parce que je connais aussi des femmes qui sont très heureuses d'en faire un peu leur mission et de se dire qu'en fait c'est leur rôle à elles, et de ce fait là, en tant que gars, si tu t'imposes pas dans ce truc là, et en gros si t'as pas la volonté de venir dire en fait moi j'ai envie de trouver ma place dans ce truc, tu peux assez vite te retrouver sur le côté. Ça découle sur les tâches ménagères, tu vois, tu parlais des tâches ménagères, c'est-à-dire que quand tu te retrouves 3 mois à devoir gérer, et qu'en fait ta femme ou ta compagne, ou en tout cas la mère de ton enfant, finit par se retrouver à aller bosser, et t'es obligé de gérer la baraque aussi, quoi. Ça se retrouve aussi peut-être sur un autre mode de communication, enfin ça influe peut-être aussi sur un autre mode de communication, qui peut-être même influe aussi sur globalement ce qui se passe au lit. Et puis tu vois, par exemple, c'est très intéressant, c'est que lui raconte qu'il s'est retrouvé en Norvège avec d'autres pères à la crèche, où au premier abord, en tant que Français, il était en train de se dire non mais j'ai rien à foutre là en tant que mec, quoi. Pourquoi je suis là, quoi? Qu'est-ce que je fous là? Et en fait, de se retrouver avec, en plus, et là on revient à l'énergie masculine, avec des Norvégiens qui faisaient tous 2 mètres, avec des immenses barbes qui ressemblaient tous à des bûcherons, tu vois, parce que le cliché ne vient jamais de nulle part, tu vois. Il s'est dit ok, donc c'est vraiment tous des vrais bonhommes qui embrassent complètement cette paternité et le fait d'être père, et qui se baladent avec leur poussette. Et en fait, il dit c'est génial parce que t'as même en gros, t'as une sage-femme à la naissance qui vient te mettre dans un groupe WhatsApp avec d'autres parents du quartier. Et donc, que des hommes, du coup? Des hommes et des femmes, tu vois. De ce fait-là, tu vas aussi te retrouver à faire des activités avec d'autres pères et avec d'autres mères, éventuellement. Et ça t'ouvre un peu à ça, quoi. Je trouve ça hyper intéressant. Ah, j'aurais adoré être là-bas en Finlande avec lui. C'est génial d'avoir vécu cette double expérience. C'est précieux comme témoignage. C'est rare. Merci. Oui, il s'appelle... Attends, bien, tu pourras couper ça. Comment il s'appelle? Tristan Champion, qui a écrit un bouquin d'ailleurs qui s'appelle La barbe et le biberon, et qui est un épisode de podcast. Top, donc c'est le chiffre que tu voudrais changer, et c'est marrant, et effectivement de se dire qu'en plus ça ancre tellement autrement la relation homme-femme que ça peut avoir une influence sur les 3 autres paramètres qu'on a cités, et certainement bien d'autres. Je suis bien d'accord. Je vais te montrer 3 magazines avec des titres différents. Je t'en ai amené 3. Ok. Je les ai pris j'adore comment tu fais des au jeux. Hasard. Alors, Elle Magazine, je suis obligée, qui nous titre « Belle à tout âge, nos témoignages, plus meilleurs soins, plus nouvelles techniques ». Oui. Ça, c'est le premier.
J'ai la déferlante. Avec Kate Winslet, qui dit « J'ai gagné le droit d'être moi-même ». Ah oui, tu vois, aussi. La déferlante, qui est la revue des révolutions féministes, qui fait un dossier sur naître aux origines du genre. Ok. Naître 2 points. Exactement. Et sciences humaines, être un homme aujourd'hui, l'identité masculine est-elle en crise ? Waouh. Quelle est la question ? Qu'est-ce qui te fait réagir dans ces 3 magazines ? Est-ce qu'il y a un des 3 sujets qui te parle le plus en ce moment, qui résonne le plus, que tu veux commenter ? Clairement sciences humaines, mais je t'en ai parlé tout à l'heure, quoi. Être un homme aujourd'hui, l'identité masculine est-elle en crise ? C'est intéressant, qu'est-ce qu'il raconte ? Page 28 à 51. J'ai le droit de feuilleter ou pas ? Oui. Je fais comme je veux. Tu fais comme tu veux, t'es chez toi. Comment définir l'homme du 21e siècle ? Assistons-nous à un déclin de l'empire mâle, entre guillemets, à une crise de la masculinité, entre guillemets, comme certains le soutiennent, ou plutôt à la fin d'un modèle unique. Il est bien difficile de prendre la mesure du phénomène tant les constats sont changeants et contradictoires. Un certain désinvestissement des garçons à l'école ne signifie pas que leur carrière professionnelle en soit pénalisée. C'est un vrai truc ça aussi, les garçons ne branlent rien à l'école, par rapport aux filles en tout cas. L'engagement spectaculaire de certains nouveaux pères, entre guillemets, n'augure pas toujours une diminution de la charge mentale des pères ou une transformation des rapports dans le couple. Ça aussi, c'est un vrai truc, le fameux dad blessing. C'est-à-dire que les mecs qui commencent à se mettre en scène pour montrer à quel point ils sont géniaux, et c'est souvent de la façade, quoi, tu vois. Plutôt que d'aller aussi creuser les aspects. En fait, moi, parfois, mes mômes me gonflent et la paternité me gonfle. Mais bref, c'est un autre sujet. Tes mômes, tes filles ? Et le fait que tu sois papa ? Bien sûr. Ouais, bien sûr. C'est très compliqué. C'est vraiment le truc le plus dur qui m'était donné de faire, quoi. Le métier, tu veux dire, l'activité la plus... L'activité de te dire, ok, comment tu fais pour faire de tes enfants des êtres humains bien, tu vois. Bien, en tout cas, libres. Libre. Voilà, parce que bien, ça ne veut rien dire. Bref. Depuis quelque temps, avec l'entrée dans l'ère MeToo, c'est l'ordre phallocentré qui est cette fois définitivement, entre guillemets, rejeté. Ces évolutions engendrent une reconfiguration des rôles masculins, dont sans questionnement et crispation, une injonction paradoxale se fait jour pour beaucoup d'hommes. Je vais lui laisser le magazine à Fabrice. Comment allier leur part de virilité avec l'égalité des sexes ? C'est ma question. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'être un homme ? Moi, je te repose quand même la question. Ouais. Et du coup, je t'invite à piocher une carte là. Allez, pioche une carte dans Dixit. Est-ce que ça va t'aider ? Tu vas évidemment nous dire ce qu'il y a sur cette carte et comment tu l'interprètes. Est-ce que les gens connaissent Dixit ? Non, mais je leur en parlerai après sur le compte Instagram et je leur montrerai la carte que tu as piochée. Dixit, qui est un jeu génial dont je vous invite à jouer si vous avez des enfants, avec vos enfants aussi, c'est assez cool. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur cette carte ? Alors, il y a une petite fille qui tient une sorte de cerf-volant dans un environnement très bucolique. Et en fait, au bout du cerf-volant, il y a une autre femme, voire même qu'on pourrait se dire que c'est sa propre femme, c'est peut-être mon interprétation, qui est déguisée en oiseau. Voilà. Un grand oiseau. Alors, ça te dit quoi sur, Fabrice, pour toi, être un homme, qu'est-ce que c'est ? C'est marrant. Je crois qu'il y a un peu ce truc de... C'est à la fois réussir à rester connecté à l'enfant que tu es, à faire la paix aussi avec l'enfant que tu es, à être capable de le rassurer aussi en tant qu'adulte, et en même temps d'être capable aussi de t'en détacher par certains moments et de le mettre à sa juste place pour être capable de laisser l'adulte voler, en fait, tu vois. C'est marrant. L'enfant qui est en train de courir d'ailleurs sur la carte Dixit, je vois. En action. Ouais. Là, je vois sur ta table le titre d'un livre, « Vos parents ne sont plus vos parents ». Les clés pour ajuster la relation avec ses parents à l'âge adulte. Je te laisse des indices en plus. J'avais oublié. J'ai lu ça hier soir, je trouve que ce livre est fascinant. Voilà, c'est un bouquin qui s'appelle « Vos parents ne sont plus vos parents », qui m'a été recommandé par ma psy, qui vient toucher en moi à la fois l'enfant que j'ai pu être et le parent que je suis, et le futur parent que je ne suis bientôt plus, puisque en fait
c'est un couple de psychologues qui écrit ce bouquin, partent du principe que on est, en tant que parents d'adultes, on est des ex-parents. Et en fait, en tant qu'enfant devenu adulte, tu es un ex-enfant. Et je trouve que rien que ça, c'est génial. Ça repose les choses. Ça pose le truc, en fait. Et de venir à la fois prendre conscience que toi, en tant qu'enfant, donc ex-enfant, devenu adulte, de parents qui sont également des adultes, comment tu fais pour remettre les choses à leur place, remettre la relation à la place, pour venir regagner cette liberté, en fait, que peut-être tes parents ne t'ont pas donné au premier abord, parce que, je sais plus, ils disent un truc du genre 96% des familles sont dysfonctionnelles, et par famille dysfonctionnelle, ils enferment leurs enfants dans des cases, en fait, tu vois. Et aujourd'hui, en tant que parent, c'est l'un des trucs que j'essaie de faire avec mes filles, le plus possible, c'est de me détacher de toutes les cases dans lesquelles je pourrais les coller, en fait, d'une manière ou d'une autre, d'en prendre conscience, d'en être en permanence conscient, et de jamais juger ce qu'elles vont faire, le moins possible. Parfois ça arrive encore, je suis un con, je m'excuse auprès d'elles. Et en fait, de les laisser libres d'être qui elles veulent. Et c'est d'autant moins évident que tu as été élevé dans un schéma où il faut que tu sois tout bien comme il faut, quoi, tu vois. Donc ça nécessite à la fois de se détacher de l'éducation de ses parents. Et franchement, je pensais l'avoir fait. Mais en fait, quand je creuse, c'est pareil, encore une fois. Tu crois que tu l'as fait, puis après tu creuses le truc, tu soulèves le tapis et tu fais « Oh putain, il y en a encore beaucoup plus en dessous. J'avais pas vu. » Ça me fait écho ce que tu dis, parce que il y a 1 an et demi, c'était il y a 1 an et demi, Victor, il devait avoir mon fils, il devait avoir 15 ans et demi, 16. Et on est en septembre, et Victor m'annonce qu'il va se mettre du vernis. Et là, je me suis retrouvée à avoir forcément les pensées culturelles, sociétales, éducationnelles. Je ne sais même pas, tu sais même plus, t'as envie d'accuser personne, mais tu les vois arriver et tu t'entends dire des choses. Et puis au bout d'un moment, tu dis à ton fils, parce que tu dis, ah oui, tu vas te mettre du vernis. Enfin, genre, tu le questionnes, tu veux savoir pourquoi, comment, et puis quelle couleur. Enfin, c'est bon, il veut se mettre du vernis, il veut se mettre du vernis, il te le dit, très bien, quoi. Et donc tu lui dis tout ça, puis au bout d'un moment, tu t'arrêtes, parce qu'évidemment, ton fils te regarde comme ça, parce qu'il sait aussi quand même que tu travailles un peu sur le sujet relation homme-femme, donc tu vois, il te regarde, puis tu lui dis, ouais, en même temps, je sais, ce que je suis en train de te dire, c'est bizarre, parce que je suis la première à te dire que, voilà, les énergies masculines, féminines, l'image homme-femme, etc. Voilà, et tu t'auto-coaches, tu vois, tu t'entends t'auto-coacher pour pas rentrer dans cette déferlante un peu, tu vois, ces codes, c'est ton fils qui t'a coaché, en fait. Oui, en vrai, c'est lui. Il t'a juste... Voilà. Mais il t'a même pas coaché, il a juste fait un truc. Il a fait un truc. Qui t'a renvoyé dans la gueule. C'est ça. Toutes tes contradictions. Exactement, tu vois. Un sujet sur lequel, j'avais pas encore suffisamment bossé. Mais tu vois, ça s'est fait en l'espace d'une conversation et ça a duré 15 minutes. Et moi-même, je rigolais, tu vois, de ces pensées qui étaient arrivées. Mais elles sont arrivées de façon automatique, tu vois. C'est en ça aussi que je dis que c'est très très dur d'être parent. C'est que je crois qu'on oublie souvent de nous expliquer avant de faire des enfants. Et après, peut-être que même si on te l'explique, ça te passera complètement à côté parce que peut-être il faut juste que tu le vives et c'est comme ça. Mais... on va dire que moi, j'aurais bien aimé que quelqu'un me le dise. Que, en fait, on parle beaucoup de la petite enfance, à quel point c'est dur la petite enfance, parce qu'en fait, l'enfant, il va te challenger physiquement par rapport au manque de sommeil, par rapport à tout ce que le manque de sommeil entraîne, en fait, qui est vraiment très très compliqué au sein du couple, par rapport à ta relation avec les autres, au boulot, et puis aussi par rapport à ta relation à l'enfant. Mais en fait, on oublie trop de dire... Et je crois, tu vois, on dit souvent, ouais, l'adolescence c'est dur et tout. Mais non, en fait, l'adolescence c'est pas dur. L'adolescence, c'est ton gamin qui vient te foutre face à tes contradictions en permanence et qui vient taper, souvent avec beaucoup d'amour en plus, en plein dans tes blessures béantes. Et en fait, si t'en as pas conscience, ça peut être un drame, quoi. Donc, et ça, je trouve que c'est vraiment... c'est tellement dur. Tu vois, là, ton gamin, il fait ça. En fait, il est juste en train de mettre du vernis. Et il vient taper dans ta blessure de... Ah, mais mettre du vernis, ça veut dire que... Mais du coup, je reviens à ce que tu dis là. Ça me fait penser, tu sais, à un proverbe qui dit « petits enfants, petits problèmes ». Et là, tu dis, mais en fait,
à la petite enfance, il se joue déjà plein de choses et il faudrait qu'on nous le dise plus, en fait, qu'on est vraiment responsable et faire attention à certaines choses. Est-ce que toi, enfant, il y a des phrases de stéréotypes ou tu vois des pensées qui t'ont trop structuré et pas forcément dans le chemin que tu aurais voulu, et ces phrases-là, est-ce que tu peux nous les partager? Pleure pas, sois fort, défends-toi. J'étais un petit garçon sensible en fait, tu vois, et c'est dur d'être un petit garçon sensible quand le reste des petits garçons sont pas sensibles, ou en tout cas qui s'empêchent d'être sensibles. En fait, je crois qu'avec le temps, je me suis vraiment forgé une carapace qui était complètement à côté de qui j'étais, quoi. Et d'un autre côté, tu fais le dur, mais tu l'es pas du tout. Je me souviens qu'il y avait un mec, CM1, il me casse les couilles, vraiment. Et en fait, à un moment donné, il a fini par me saouler, et je l'ai plaqué contre le mur, de façon ultra violente, tu vois, je l'ai pris par le col, je l'ai plaqué contre le mur, et je lui ai dit, maintenant t'arrêtes de m'emmerder. Et en fait, en même temps, j'étais en train de pleurer. Parce que tellement j'avais ce truc de... Pourquoi je suis en train de faire ça? Tu pleurais extérieurement, hein, ouais, je pleurais et en même temps que de le coller au mur. Ouais. Quoi. J'avais vraiment ce truc et t'as souvenir de cette scène-là, ouais, très clair. de colère et de rage. Et en même temps, mais pourquoi tu m'obliges à faire ça, en fait? C'est tellement débile. Ouais. Et tu te sentais obligé de le faire. Il t'a obligé, mais tu... Je crois que j'avais pas d'autre solution, tu vois, à ce moment-là. C'était vraiment la colère de... Ok, tu me roules dessus depuis trop longtemps et en fait, ça me saoule. Maintenant, je vais juste répondre... à la force par la force, quoi, tu vois. Voilà, évidemment. Moi, et ça l'a scotché, lui, tu vois. Il était là, Mais et le fait que tu pleures, ça lui a fait quoi en même temps? Je crois qu'il était, je sais pas, c'est la main, enfin, vraiment, c'était. Ouais. Puis tu peux pleurer de rage, hein, remarque, hein. Tu vois, c'est pas. Bah, je crois que c'était pas de la rage, hein, c'était vraiment de. Mais pourquoi tu me saoules, en fait? Pourquoi tu m'obliges à en venir aux mains? Mais tu vois, c'est rigolo parce que toutes ces phrases qu'on nous a dit tout petit, donc moi évidemment j'ai eu la version je devais être méchante, je sais pas, hein, parce que moi c'était sois gentille et tu pourrais faire plaisir quand même, et puis fais pas de grimaces, c'est moche. Ouais, puis fais un bisou quand t'es un garçon. T'es ridicule, t'es ridicule. Et mais en fait je me suis pas interrogée sur toutes ces phrases parce que je me suis dit c'était dans ma famille. Tu vois, c'était on est comme ça. Bien sûr. Et puis en fait, au fur et à mesure, tu vois, tu grandis, puis les langues un peu se délient un peu plus aussi en ce moment sur tous ces sujets-là. Et tu te rends compte en fait que bah non, il y a plein d'autres personnes qui ont eu aussi ces phrases. Et là, du coup, alors comme moi, je n'en veux plus à mes parents depuis longtemps, je n'ai plus de procès à faire à mes parents. J'ai essayé de dépasser ça en tout cas. Et là, je me dis bah oui, bah en plus. Tu vois, entre guillemets, les intentions, parfois, tu dis « Ah, mais mes parents, ils m'ont éduqué comme ci, c'est pour ça que je suis comme ça et je voudrais être autrement. » En parlant, en fait, finalement, aux autres, tu te rends compte qu'il y a des choses qui dépassent même tes parents, qui sont, voilà, la société, la culture. Bon, et puis leur propre éducation, c'est-à-dire qu'ils sont juste en train de faire du transgénérationnel de base, de reproduire le truc qu'ils ont eux-mêmes vécu en tant qu'enfants, quoi. Bon, on les aime quand même. Bien sûr, mais en fait... ça les excuse pas pour autant, tu vois. Non, ça c'est sûr. Et bon, ouais, c'est vraiment un sujet, c'est un sujet complexe en fait, et c'est pour ça que je suis assez content parce que j'ai l'impression que avec nos filles, tu vois, et mon ex, avec leur mère, on a vraiment brisé une sorte de cercle. Alors sans doute elles auront d'autres trucs, tu vois, mais en tout cas sur le truc de se faire casé, étiqueté. Ouais, c'est ça. Tu l'as dit tout à l'heure. Puis, ouais, c'est ça. Ouais. Ça, au moins, j'ai l'impression que... Ouais, tu penses que ça, vous avez sauvé le... Bah, on verra. Ouais. Après, voilà, mais c'est juste... En tout cas, consciemment, c'est plus un truc que je fais, quoi. J'essaye, en tout cas. Mais c'est vrai que c'est sûr, comme tu disais tout à l'heure, ça nous renvoie à notre rôle nous-mêmes de parents et comment on a éduqué nos enfants. Est-ce que on essaye le plus souvent d'avoir le moins de jugement possible pour pas dire t'es comme ci, t'es comme ça, faut faire ci, faut faire ça. Vaste sujet. Ma mère, elle passe son temps à me renvoyer à quand t'avais 6 ans, t'étais pas très sportif et t'avais peur d'aller faire le gardien de foot, quoi. Tu vois. Encore aujourd'hui ? Encore aujourd'hui. Ah, c'est des conversations qui arrivent encore. Encore aujourd'hui. Ouais. Et c'est toujours ce truc, tu vois, de te renvoyer à des humiliations passées quand t'étais gamin. En fait, même quand je lui dis, mais en fait, j'aimerais bien que t'arrêtes. C'est tout, c'est juste ancré en elle, quoi. Tu vois, elle continue à le faire. Ouais. Je me souviens très bien de ces moments où ça existait encore dans ma famille. Ces moments où on te parle de toi devant tout le monde, devant ton fils. Et toi, quand t'étais petite, nanana.
Là, ça arrive de moins en moins et je t'avoue, ça me manque pas du tout. Mais pareil, à un moment donné, je dis, mais juste, on peut arrêter en fait de revenir à des choses passées. Oui, puis c'est surtout terrible parce que ça brouille le lien qui pourrait être en plus totalement authentique en fait, et si tu t'intéressais d'abord à qui je suis aujourd'hui, plutôt qu'à t'accrocher à qui j'étais il y a 30 piges, quoi. À qui je suis devenue. Sauf que eux, ça leur renvoie eux-mêmes à ce qu'ils n'ont peut-être pas été, ce qu'ils auraient voulu être aussi. Exactement. Et donc là, voilà, le ça. fameux cercle. En ce moment, tu te sens plutôt allumer le feu ou les mots bleus? Oh, allumer le feu, clairement. Pourquoi? Moi, je sais pas, je te dis, je suis en conquête de cette énergie masculine, c'est marrant. Et en fait, d'aller l'explorer, c'est plutôt allumer le feu que les mots bleus. Les mots bleus, je suis capable de le faire. Et je crois qu'en fait, c'est ça qui est aussi très compliqué, c'est qu'il faut trouver la juste balance, tu vois. Mais c'est moins naturel pour moi d'aller allumer le feu. Parce que j'ai beaucoup moins fait, clairement. Le dernier fou rire que t'as eu sur un oreiller. Ah, sur un oreiller. Ouais, sur l'oreiller, un dernier fou rire. Souvent on rit, parce qu'en fait c'est important de rire. Si on rit pas en dehors du lit, globalement on rira pas au lit. Et en fait moi ça me conviendra pas trop. Donc je t'avoue que j'en ai pas un comme ça en tête, mais c'est vraiment un truc qui fait partie de mon, on va dire, de mon quotidien, de mes habitudes, quoi. Tu vois, c'est hyper important pour moi d'être capable de rire quand je sais pas, il se passe une couille, quoi, parce qu'en fait ça arrive sans arrêt, quoi, tu vois. La dernière fois que tu t'es excusé sur l'oreiller ou que l'autre personne s'est excusée sur l'oreiller, c'était à propos de quoi? Ah, c'est marrant parce qu'il y a une fille avec qui j'ai couché il y a pas très longtemps qui m'a dit est-ce que ça va pour toi la taille de mes seins? C'est pas trop petit? Et j'étais en fait, je crois que j'ai pas eu la bonne réponse, mais en même temps, c'était une réponse qui venait tellement du cœur, c'est qu'en fait, j'ai ri, tu vois, au premier abord, en disant, mais en fait, pourquoi tu poses cette question? En fait, c'est complètement... La question, en même temps, elle est mignonne. Elle est mignonne, et en même temps, elle est empreinte de vraiment beaucoup de... Tu sens qu'elle est vraiment empreinte de beaucoup de bolosserie, quoi, tu vois, qu'elle elle s'en est vraiment pris plein la gueule à cause de ça. Ouais. Donc, c'est une forme de confidence qu'elle te fait en même temps. Tu vois, et je me rends bien compte. Et en fait, c'est vrai que j'ai d'abord ri au premier abord en disant... Je suis désolé de rire en fait, mais je trouve que la question elle est tellement à côté de la plaque que... Ah oui, donc tu t'es excusé. Bien sûr, je me suis excusé. C'est là. Je me suis aussi excusé. Et en fait, elle est après... je trouvais ça mignon en fait qu'elle s'excuse d'avoir le corps qu'elle avait, quoi. Oui, parce qu'en fait, c'est elle-même, tous les deux vous vous êtes excusés. Elle s'excusait en te posant cette question de potentiellement volume de ses seins. Ouais. Et toi, après, tu t'es excusé de ta réaction. Bah moi, je me suis excusé de ma première réaction qui n'était pas très empathique, tu vois, parce qu'en plus, je me suis rendu compte. Et d'un autre côté, je trouve que c'était cool aussi d'avoir ri, parce que ça lui montrait un peu le ridicule de la question et qu'en fait, peut-être elle pourrait mettre ça de côté, que c'était pas très grave. Et non, en plus, je lui ai expliqué à quel point moi, c'était pas... Ça n'a jamais été un critère pour moi et que c'était pas très important en fait, tu vois, et que je sais que les filles ont grandi avec un truc de si t'as pas un gros décolleté machin, et si t'as pas c'est pas bien, ou t'es pas sexy, ou t'es pas assez féminine, etc., etc. Mais en fait on est en 2022, il est temps de dépasser ça. Je dis pas que c'est aussi simple à dire qu'à faire, mais ouais, je crois que c'est important d'en prendre conscience. Et surtout en fait c'est marrant parce que je lui ai demandé de m'écouter et je lui ai parlé dans les yeux, vraiment, tu vois, j'ai vraiment essayé d'être le plus authentique possible avec elle en lui disant non, en fait vraiment tu vois, moi ça me plaît et c'est pas une question de, je dis pas ça pour te faire plaisir, en fait c'est vraiment très sincère et je crois que ça lui a fait du bien en fait. Et toi, est-ce qu'il y a dans ta vie des choses dont tu t'es excusé sur l'oreiller et aujourd'hui tu te dis mais pourquoi je m'excusais de ça à l'époque? Pas du tout. C'est quelque chose que tu fais plus et que tu as arrêté de faire. C'est quelque chose que je fais plus. Oui, que tu aurais arrêté de faire, tu vois. Parce que est-ce qu'il y a encore des choses sur lesquelles tu pourrais t'excuser aujourd'hui dans un rapport intime? Ouais, je crois que je me suis beaucoup excusé de mes fantasmes, en fait, d'avoir des fantasmes. Et en fait, c'était pas vraiment la dynamique dans laquelle on était. On avait avec mon ex-femme vraiment une vie sexuelle assez active, mais plutôt vanille, si tu veux. Et en fait, je crois que c'était dur pour moi de lui partager ce qui aurait pu m'intéresser, les trucs que j'aurais aimé explorer. Je crois qu'en fait,
je m'excusais d'avoir ce genre de fantasme, quoi, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, je trouve que c'est un peu à côté de la plaque. Parce qu'en fait, ça fait partie de qui je suis, de ma curiosité, en fait, tu vois. Ils sont là, en tous les cas. Ouais, c'est ça. On leur laisse leur place. Exactement. Après, à voir s'ils peuvent être réalisables. C'est ça. Ils sont pas forcément là pour être tous réalisés, si tu veux. Mais je trouve que c'est cool de ne pas en avoir honte, quoi. Et de pas s'en excuser, du coup. Oui. Parfait. Tiens, tu veux piocher une petite tisane qui a peut-être un message à t'envoyer, là, aujourd'hui, comme ça. Là, tu pioches une petite tisane et tu vas voir, derrière chaque tisane, il y a un mot. Ça te dit quoi ? Joie de vivre. C'est que joie de vivre, c'est ça. Je m'offre un bouquet de fleurs intérieures. Ah, tu vois ? Je m'offre un bouquet. Ils ont chacun un message différent. Ah, ok. Ouais. Ah non, c'est pas tous les mêmes messages. Écoute, joie de vivre, je prends. Le bouquet de fleurs intérieures, je prends également. Ouais. Ça fait un bouquet de fleurs extérieures. C'est vrai. Si j'avais su, c'est ça que je t'aurais rapporté, tu vois. Est-ce qu'il y a un truc encore aujourd'hui, en tant qu'homme, dont tu te sens empêché ? C'est une bonne question, ça. Alors déjà, c'est une question, je crois, dont il est... Enfin, c'est une question auquel il est compliqué de répondre, parce que si tu t'en sens au péché, je pense que t'en es pas conscient, tu vois. T'as déjà un peu ce truc-là. Donc après, peut-être que t'as conscience des trucs dont tu t'empêches, mais globalement, je suis arrivé à un stade de ma vie où j'essaie vraiment de faire en sorte de pas m'empêcher de vivre des trucs que j'ai envie de vivre, quoi. Si tu m'avais posé la question il y a 10 ans, sans doute il y avait des trucs, quoi, tu vois. Mais aujourd'hui, franchement, non. Hein. Ok. En fait, j'ai vraiment ce truc, en fait, à la fin à la fin, on meurt. Donc, tant qu'à faire, autant vivre les choses de la façon la plus proche de toi possible, tu vois. Et donc, forcément, ça veut dire, s'il y a un truc dont je suis conscient à un moment donné que je m'empêche de faire, pourquoi je le fais pas ? Qu'est-ce qui m'empêche de le faire ? De quelle manière ou comment je pourrais faire en sorte de le faire ? Enfin, tu vois, j'essaie d'y aller, quoi. Quand tu te sens ému, tu laisses l'émotion aller. Oh là là. Ça y est, ça doit te faire du bien. Je le ressens, ça, que maintenant. Pendant des années, je m'empêchais. En fait, j'étais un petit garçon qui, quand il y avait un film triste à la maison, se cachait derrière le canapé pour pleurer, quoi, tu vois. Et je trouvais ça tout à fait normal, c'était ma place. En fait, il y avait personne qui me voyait, je pleurais dans mon coin, et en fait, c'est complètement fucked up quand j'y repense, mais bon, c'est mon chemin. Et en fait, non, tu vois, de temps en temps, on se regarde un film avec ma fille aînée, et en fait, si ça doit pleurer, ça pleure, quoi, tu vois. Et c'est trop cool en plus, parce que je crois qu'elle, elle pleure aussi assez facilement, tu vois. Donc c'est cool parce que ça lui montre aussi que c'est bien de pleurer. Et tu vois, même dans l'expression pleurer assez facilement, parce que moi-même, je me suis toujours dit, ou on m'a toujours dit, et toi tu pleures pour un rien, je trouve qu'aujourd'hui, on devrait dire, mais pleurer assez justement, enfin tu pleures justement, point. Il n'y a pas, t'as la pleure facile, t'as la pleure difficile, tu vois, mais ça pareil, c'est des expressions, on a ancré en nous, et on croit qu'on pleure facilement. On pleure juste, parce que c'est là, et on prend, quoi. Tu vois. Je viens de loin. Ouais. En fait, c'est terrible, tu vois, aussi pour mon ex, qui a beaucoup de mal pour le coup, à faire sortir ses émotions. C'est que dans l'autre sens, tu vois, elle se retrouve avec une fille qui laisse tout sortir, en fait, et qui l'oblige à gérer ses émotions très fortes. Enfin, qui l'oblige, elle, en tant que mère, à gérer la façon dont elle reçoit les émotions très fortes de sa fille. Et je crois que c'est pas évident pour elle. C'est pareil, on revient toujours à ce truc de tes enfants, ils vont te taper en plein dans... Et ça, je crois que ça l'incite aussi, tu vois, le fait de voir sa fille ouvrir les vannes et dire les choses et laisser les émotions sortir en miroir à agir sur elle, quoi. Je trouve ça trop cool. Et ça a fait pareil sur moi. Hein. Sur un oreiller, pour moi, on peut un peu tout faire, tu vois. C'est un compagnon de vie, on l'a de la naissance quasiment jusqu'à sa mort, un oreiller.
Tu peux être en colère sur un oreiller, mettre ton poing dans l'oreiller. Tu peux avoir envie de te consoler sur ton oreiller. Il y a plein de choses. Tu peux hurler dedans. Là, toi, aujourd'hui, là, tu prenais ton oreiller, t'aurais envie de quoi? Là, aujourd'hui, il s'est passé un truc dans ma vie hier assez compliqué. J'ai demandé à une fille avec qui j'ai été pendant quelques mois, dont j'étais en train de tomber amoureux, et qui m'a refusé pour plein de bonnes raisons qui lui appartiennent ces sentiments, tu vois. On est restés amis depuis quelques mois, tu vois, et en fait je sens que c'est toujours là. Et donc je lui ai dit, écoute, je crois... Et puis c'était pas juste... C'est quelqu'un avec qui je parlais tous les jours, avec qui on se voyait beaucoup et tout. Parce qu'en fait c'est vraiment quelqu'un avec qui j'avais envie de passer du temps. Et je crois qu'en plus c'était réciproque, sauf qu'elle est là. Moi, pas amoureux de toi. Bon. Aïe, ça claque. Et là hier, ouais, je lui ai dit que j'avais besoin qu'on fasse une pause, tu vois, dans la relation, pour me permettre de pouvoir aller de l'avant et de pouvoir guérir un peu ce petit cœur meurtri, tu vois. Et c'est dur, c'est vraiment très très dur. Et en même temps, je sais que c'est pour le meilleur, parce que je lui ai dit que je reviendrai vers elle, mais que je reviendrai bien aligné en tant qu'ami, quoi, tu vois, parce que là pour l'instant je suis vraiment... Et tu vois, c'est un peu on and off en plus. C'était bizarre parce que c'était vraiment... Il y a des moments où je me sentais en plein dans ce truc d'amis, et des moments où vraiment il y avait les sentiments amoureux qui revenaient. Je crois que j'ai essayé de les foutre, tu vois, dans une boîte en disant mais si tu vas pas gâcher la relation, saloperie. Mais en fait, c'est plus fort que tout, quoi, tu vois. Donc ouais, c'est plutôt beaucoup de tristesse. Elle a bien accueilli Bah, en plus, c'est ça qui est terrible, c'est que elle aurait pu juste réagir comme une connasse, et en fait ça aurait réglé un peu le truc, mais non, en fait ça t'aurait arrangé. Exactement. Non, elle a accueilli, elle a été géniale. Et en fait c'est ça aussi qui est terrible, c'est que ça facilite pas le truc, c'est que ok, en plus non seulement elle est géniale, mais en plus quand c'est dur elle est géniale aussi, donc c'est chiant. En me disant mais tu sais, je suis pas aussi sympa que ce que tu veux bien voir. Je sais. Ça se voit tous les jours. Bref. Est-ce que tu as une question à me poser? Qu'est-ce qui fait que tu as eu envie de faire ce podcast? Je pense plein de choses. Évidemment, de façon générale, je pourrais te dire mon parcours de vie. Et de façon plus précise et détaillée, je te dirais d'avoir vécu dans une enfance et adolescence, comme je te le décrivais tout à l'heure, en pensant que c'était singulier. Et en fait, de me rendre compte depuis quelques années que non. J'ai une éducation classique de jeune fille. Qu'ensuite, je réalise aussi que les 14 ans de relation que j'ai eue avec le père de mon fils, c'était une relation où j'ai exprimé, je pense, pas mal mon énergie un peu masculine, mais j'avais tellement du surmasculin au-dessus de moi. C'est-à-dire que tu as été beaucoup plus masculin que toi, c'est ça? Oui, c'est ça. Okay. Et que du coup, j'avais pas conscience que j'avais de l'énergie masculine, en fait. Et donc, et de prendre conscience, du coup, depuis 10 ans, en étant sur alors on va dire dans des situations où je rencontre du coup tout plein d'autres types de relations, le marché du célibat, tu veux dire. Ouais, voilà, c'est ça. Mais je suis pas célibataire en ce moment, c'est pour ça. Mais globalement, ça fait 10 ans où j'ai rencontré plein d'hommes différents. Et alors déjà, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire l'amour de façon différente. Wow. Tu vois, non, mais déjà, c'est vrai, quand t'as pas eu beaucoup de partenaires, tu te rends pas compte de la richesse. Et puis, c'est vrai que tu te rends compte jeune, donc il y a des choses qui s'instaurent, qui s'ancrent. Puis c'est des sujets sur lesquels je m'étais pas plus intéressée que ça, j'avoue, tu vois. Voilà. Donc, que tout type de rapport, tu vois, même au-delà des choses techniques, c'est juste dans les rapports, que les rapports hommes-femmes, mais ça peut être, ça peut être de mille et une couleurs. Et je crois que c'est ça que j'ai envie de partager, okay. Tu vois, maintenant. Et puis peut-être en tant que femme, pour les plus jeunes femmes et les plus jeunes hommes, me dire quand même, s'ils savaient déjà tout ça à 25 ou 30 ans, tu vois, je sais pas. Même à 15. Ou même à 15. Mais j'ai l'impression, tu vois, moi, comme toi, mon fils, il est à peu près dans les mêmes eaux d'âge, il a 17 ans. Et c'est vrai que je sens que déjà, ils sont beaucoup moins dans le jugement que nous, de façon générale, tu vois. Moi, je me souviens, à 15 ans, s'il y avait une jeune femme, une jeune fille, un jeune garçon qui était attiré par le même sexe, mais oh là là, tu vois. Bah oui.
on n'en parlait pas, enfin tu vois, ou quand on en parlait, c'était pas forcément avec des jolis mots. Victor, si tu veux, c'est pas un sujet pour eux, tu vois. Dans la classe de ma fille, il y a un bon tiers qui sont ouvertement homosexuels et qui n'ont pas de problème, et personne n'a de problème avec ça. Tu vois. Ou d'ailleurs bi, enfin peu importe. Mais en fait, ils collent même pas d'étiquette. C'est ça. Il n'y a pas besoin de se revendiquer, c'est juste de vivre. Je suis là, waouh. Exactement. 15 piges en seconde, franchement pas mal, quoi. Tu vois. Et donc, le monde va dans le bon sens. C'est ça. Exactement, c'est pour ça que je me dis, tu vois, quand je te disais, c'est pour parler à des jeunes femmes et des jeunes hommes, mais je me dis, à mon avis, plutôt à des 25-30 ans. Parce qu'en tous les cas, ce que je vois autour du 15-20, là, c'est justement, eux, je sais pas, naturellement, il n'y a pas de jugement, en fait. Ça n'empêche pas de leur dire des trucs, je crois. Ouais, c'est vrai, parce qu'on a quand même... On a de la bouteille. Ouais. Je regarde si j'ai encore des questions. Ok. D'accord. Parce que j'en avais. Sur toi, pas de problème. Ah. Je t'entends. Ah, c'est toi qui t'as coupé ton micro. Oh non. Si. Je suis professionnel, tu sais, j'ai entendu. Ah oui, ça j'aime bien cette question. L'idée la plus cliché sur les femmes, pour toi, qui te révolte tellement c'est cliché, quoi. Et tellement dans tes relations, tu t'es rendu compte que, ou t'as conscience depuis tout jeune que... L'un des trucs sur lesquels je bute actuellement, tu vois, dans mon dating, notamment de filles de mon âge, tu vois, parce que je date des filles qui ont entre eux, on va dire, une petite trentaine, tu vois, jusqu'à mon âge. Et en fait, il y a un truc que les quadras ont et que les trentenaires n'ont pas, tu vois, déjà en 10 ans d'écart. C'est vraiment un peu cette idée de, en tant que meuf, j'ai quand même un truc où je sens qu'au fond de moi, c'est quand même important que je sois soumis à l'autorité d'un mec, tu vois. Et ça se dit pas comme ça. Oui, tu le ressens comment, ça? C'est plutôt dans les relations, dans les rapports, dans... La place qu'on te laisse, du coup, par exemple? Exactement. Ou d'un coup d'un seul, souvent ces femmes me disent, mais pour moi, t'es pas assez masculin. Ou en gros, tu montres pas assez d'autorité, t'es pas assez entreprenant. Parce qu'en fait, moi, je suis un peu dans ce truc de... Ok, viens, c'est une danse, tu vois, donc on y va ensemble et c'est cool. Ouais. Non. Elles veulent avoir un meneur, tu vois. Et bon, alors je vais pas faire de généralité foireuse, mais statistiquement, ce qui s'est passé avec les meufs quadras que j'ai datées versus les meufs, on va dire trentenaires, 35 que j'ai datées, il y a vraiment cette différence-là. Et tu vois, c'est marrant parce que en plus, généralement, je leur dis, tu connais Mona Chollet ou je sais pas quoi. Ouais. Ah, t'y vas, quoi. Et en même temps. Et en fait, ça leur ouvre la tête, ouais, tu vois. Leur ouvre, parce qu'en fait, souvent, c'est des nanas. Bon, encore une fois, désolé si je caricature, c'est pas du tout l'objectif, mais c'est les femmes que j'ai vues qui pouvaient être mamans au moment où tu vois, le féminisme a commencé à sortir, la tête de l'eau, etc. Et en fait, elles avaient d'autres choses à foutre que de s'intéresser à ça, quoi. C'est vrai. Et donc, à 40 ans, où elles commencent à retrouver un peu peut-être de liberté, etc., elles commencent à mettre un peu le nez dedans. Et en fait, elles se disent, ok, c'est quoi ce truc, tu vois? Et t'es un peu loin. Si t'es un peu loin, c'est wow. Elles sont extrémistes quand même, les féministes. Je suis non, en fait, juste, elles veulent l'égalité. Et en fait, je finis parfois par me mettre plus féministe que certaines. Oui, mais tu vois, je partage. Hein, c'est en tous les cas, dans les femmes que tu as rencontrées, et moi, j'ai un peu senti ça. J'ai l'impression de tomber de ma chaise depuis toutes ces lectures, depuis 2 ans. Mais je me dis, mais comment? Et moi, tu vois, du coup, c'est pour ça que j'ai monté sur l'oreiller, c'est dire, mais c'est pas possible qu'entre 45 et 47 balais, j'apprenne des choses qui me fassent tomber de ma chaise sur ce que je suis, ce que potentiellement j'ai dans ma tête, les relations hommes-femmes. Et j'ai envie du coup, parce que ça demande beaucoup de temps, du coup, toutes ces lectures, tu vois. Et puis ça enclenche de la colère aussi. Parce qu'en fait, potentiellement, ça peut enclencher. Il y a un peu ce colère, truc de, mais comment ça se fait qu'on m'a menti pendant toutes ces années, quoi. Ou que je m'y suis pas intéressée, tu vois. Contre un peu toi, colère peut-être. Contre toi, un peu aussi, tu vois. Et voilà, c'est vrai, tu vois, tout à l'heure la réponse la plus directe ça aurait été ça. Et typiquement, tu vois, ma fille qui a 15 ans, mes filles qui ont 15 ans et 13 ans, tu vois, je te parle de ma fille parce qu'elle est plutôt dans ce truc, elle est dans ce truc de
où elle me raconte régulièrement qu'elle se laisse pas faire par les mecs et tout. Là où ma 13 ans, elle est encore un peu, tu vois, tu sens, elle est encore un peu dans l'âge entre deux, où elle est encore un peu bébé par certains aspects, en même temps elle est ado par plein d'autres. C'est vraiment l'âge charnière, quoi. Mais bref, en tout cas, ma 15 ans, elle est vraiment dans ce truc où elle, ça n'existe pas. C'est-à-dire que depuis qu'elle est toute petite, depuis la 3e, 4e, les mecs qui font des blagues sexistes dans la classe, ils se font sniper la gueule. Direct. Voilà. Et dans quel mode, enfin avec quelle communication de la répartie? Ouais, c'est ça, de la répartie, de la vanne en retour. De la vanne en retour. Alors ça, moi je trouve c'est un talent, tu vois, que j'aimerais acquérir d'ailleurs, c'est trouver la bonne répartie sur le moment pour pas juste dire non mais c'est nul ce que tu dis. Ça s'entraîne. Ça s'entraîne. Et en fait, quand tu l'as pas fait pendant 45 ans, tu vois, c'est très compliqué. Bah oui. Ma gamine, elle le fait depuis qu'elle a 12-13 piges, quoi, tu vois. Elle est là, elle tire sur les mecs qu'elle trouve nuls, quoi. Et elle le retourne la vanne, quoi. Ouais. Il va falloir que je l'interroge, ta fille. Ouais. Qu'elle me donne un cours de coaching de répartie. Bah, elle va juste te dire, laisse aller. Oui, laisse sortir les trucs que tu as envie de sortir. Oui, qui viennent. Exactement. Parfois, tu vas rater, parfois, tu vas réussir. Si tu devais... En plus, c'est rigolo parce que j'ai vu ta vidéo là récemment sur... attends, le titre, c'est la rupture. Est-ce que l'amour disparaît à la rupture? Ouais. L'amour meurt-il après une rupture? Voilà. Et en gros, si on arrêtait d'être triste après un divorce. Voilà, exactement. Et donc, moi, j'ai une question que j'avais déjà avant de voir ta vidéo. Si tu devais réécrire la phrase « Ils vécurent heureux ayant beaucoup d'enfants », du coup, tu mettrais quoi? Ils vécurent heureux pour le temps que ça peut durer. Et en fait, c'est trop cool, parce que même si ça a une fin, c'est trop chouette. Et ils eurent beaucoup d'enfants, mais en vrai, ils peuvent vraiment faire autrement. Ils peuvent très bien ne pas en avoir, et c'est super quand même. T'imagines, il y a une pelote de laine là entre nous, et tu vas tirer un fil, parce que c'est une pelote de laine qui représente un peu les relations hommes-femmes, et tu voudrais tirer un fil pour que tout se démêle. Ok. Il y aurait quoi sur ce fil? Tu prendrais le sujet comment pour démêler cette pelote de laine? D'inciter l'autre à m'écouter et m'inciter à écouter l'autre. Et c'est aussi pour ça que je fais des podcasts. C'est que je trouve que c'est génial de laisser la parole pendant 1 heure, 1 heure et demie à quelqu'un envers qui tu vas avoir par exemple des préjugés ou... Ouais, c'est ça. Des idées peut-être préconçues. Et en fait, je trouve qu'en 1 heure, il y a vraiment moyen de faire connaissance avec la personne beaucoup mieux. Et c'est basé sur un truc fou qui s'appelle l'écoute de l'autre. Et dont on manque, je trouve, cruellement. Et en fait, derrière l'écoute de l'autre, il y a aussi beaucoup d'amour, tu vois, de l'autre. Et je crois que c'est hyper important, surtout dans cette période un peu moche, tu vois, de revenir à l'amour de l'autre, tu vois, et à l'écoute de l'autre, plutôt qu'à juste venir lui plaquer dans la gueule l'idée qu'on a de lui, quoi. Est-ce que c'est parce que voilà, forcément en tant que femme, moi je sais pas ce que c'est, tu vois, en tant qu'homme de perdre ses cheveux. Parce que alors nous on a plein d'autres choses. Toi en tant qu'homme, cette histoire de perte de cheveux, qu'est-ce que ça a généré? C'est mon histoire, mais moi j'ai commencé à perdre mes cheveux autour de 18 ans. Et je crois que assez rapidement, j'ai un peu très vite fait le deuil de... En fait, ça va partir en couille et ils vont partir, quoi. Donc je me suis rasé la tête, je crois pour la première fois, je devais avoir 20 ans ou 21 ans, un truc comme ça. Peut-être même plus tôt. En me disant, la première fois, je me suis dit, je vais me raser la tête comme ça, ils vont repousser plus fort. Oui. Ah oui, ça c'est la légende aussi urbaine. C'est faux. Et en fait, je me suis assez rapidement fait à l'idée qu'en fait j'allais avoir une tête de vieux toute ma vie. Ah oui, tout de suite ça associe à l'image d'un vieux. Ouais, c'est ça. Pas avoir de cheveux, c'est vieux. Pour moi, c'était une projection que je faisais sur mon père qui lui aussi est chauve, tu vois. Okay. Et donc ouais, j'ai grandi avec ça, avec finalement assez peu de complexes par rapport à ça, voire même pas du tout. C'est plutôt, c'est surtout les autres mecs en fait qui m'en ont renvoyé beaucoup. Où c'est là que tu te rends compte que les mecs te projettent un truc assez radical de
Les mecs qui ont peur de la calvitie, ils vont te parler directement de ça. Ils t'ont jamais vu. Ou alors ils vont te regarder. Tu sais, c'est là que j'ai découvert comment les meufs se faisaient regarder dans le décolleté, tu vois, parce qu'en fait, les mecs te regardent en haut du front comme ça. Ah oui. Comme ça, ils te regardent. C'est insupportable. Et je me suis dit, ah ouais, donc en fait, c'est ce que les meufs vivent quand vraiment les mecs les regardent comme ça, quoi. Et voilà, j'ai un petit tips pour les pour les mecs chauves que ça intéresse. Ceux qui me gonflent un peu trop. Donc j'ai 2 solutions. Ceux qui démarrent comme ça et en fait avec qui j'ai envie d'être sympa, je débunk le truc en fait en lui disant mais c'est quand même bizarre que tu me parles de tout de suite de ça, de en mes fait. cheveux ou Oui, de mes non-cheveux. Ça te fait peur? Et là, en général, ça ouvre une porte Voilà, c'est ça. fabuleuse. Ceux qui me gonflent... Alors, ils te gonflent parce que c'est trop insistant, c'est ouais, agressif. ou alors ils le font de façon agressive, tu vois, ou pas Genre- très bienveillante. genre comment Bah parce qu'en fait, ils vannent, parce qu'en fait, pour eux, ils c'est... vont te vanner, du coup. Bien sûr. Genre comment? Genre, Seconde 1, vraiment. Ils démarrent comme ça. genre en mode Mais c'est tête d'œuf comme, ou... C'est comme voilà, des meufs. vannes. C'est comme... Tu vois, j'ai une amie grosse qui m'a raconté que elle est assise sur une terrasse de café et t'as les gens qui passent et qui lui disent grosse vache. Mais c'est pas vrai. Je te jure. Comme ça, gratuit. Voilà. C'est son quotidien. Et tu vois, j'ai réagi de la même façon en disant non, mais c'est pas vrai. T'es en train de me. Elle me dit, ah, si, vraiment. Mais en fait, je comprends. C'est que les gens te renvoient à leur gueule, à ta gueule, leur propre trouille, tu vois. Et en fait, les mecs qui font ça de façon un poil trop agressive et un poil trop chiante, en fait, je les regarde et je leur fais il faudrait que tu fasses gaffe parce que moi, j'ai commencé comme ça, j'étais dégarni comme toi au départ. Hein. Et là, ça les bute. Ils sont en PLS direct. Ça marche trop bien. Franchement, Oui, là, le dialogue n'est pas ouvert, mais en même Ça ne temps, m'intéresse eux-mêmes pas. ne l'ont pas ouvert. Ça, je suis pas dans ce truc-là. Et puis en fait, en général, on voit ce que ça donne après. C'est intéressant. Pour terminer, je t'ai apporté un petit cadeau. Ok. Oh, merci. Tiens. Putain, allez. Je vais faire une ouverture de cadeau podcast. Yes. Avec le bruit. Yes. Sûr. Attends, t'as vu, en plus, c'est du papier cadeau de Noël. Hein. Du papier de cadeau de Noël, la meuf a gardé des stocks C'est sur son ça. podcast. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est du café. Ouais. Les plaisirs du café sans la caféine. Et le nom. The Beans on Fire? Alors ça, c'est la marque Ah, No Limit. No Limit, voilà. Ça m'a fait penser à toi. Ah ouais? Ouais. Pourquoi Parce j'ai que- pas de limite? Ouais, moi je trouve que l'impression t'en d'en as avoir. pas. Bah non, moi je trouve que t'en as pas. En tous les cas, moi ce que tu m'inspires, l'image, parce qu'on se connaît pas plus que ça, mais Ok. l'image que tu renvoies, c'est que t'en as pas. Waouh! Et C'est cool. et moi ça m'inspire Ah, trop bien. de connaître des gens comme toi qui n'ont pas de limite et qui y vont, qui disent, qui sont dans le vrai et dans le juste. Ah, Voilà. c'est cool. Bah, merci beaucoup, ça me touche. Merci. C'est trop chouette. Merci. On a fini? Oui, on a fini. Trop bien. À bientôt.